on bouffe. On reprend là. Bonsoir, faites comme si j'avais rien dit avant. Alors donc, on n'a pas de diaporama puisqu'il y a un truc qui marche pas. Du coup, on fera avec ça pour vous et sur YouTube pour vous. Normalement, ma super monteuse et ma super film woman et mon caméraman personnel intercaleront les images plan fixe au-dessus de ma tête. C'est un artifice. Alors, je garde la casquette parce que tout simplement, je suis très très chauve et j'ai pas envie d'accaparer la lumière et de vous projeter, voilà, de vous aveugler tout le truc. Ensuite, non, j'ai pas commencé l'intro encore. C'est la préface. Ensuite, j'articule pas et je parle trop vite. Donc, je vais me concentrer un maximum ce soir. Je vais me casser la mâchoire sur chaque mot. Mais si d'un coup ça devient inintelligible, vous me dites un mot de passe, genre pastèque ou guirlande. Enfin voilà, je comprendrai. Cannelle, hein, c'est très bien, cannelle. Voilà, je comprendrai. Merci au Salman Hazard de nous accueillir et merci à vous d'être venus. Alors du coup, ce dont je vais vous entretenir ce soir, ça va être l'art de ne pas tuer, basiquement. Il m'est venu à l'esprit que dans certaines sources, enfin j'ai constaté qu'on a beaucoup de techniques. Dans source à MHE, on a des techniques qui permettent de ne pas tuer son adversaire. Et on pourrait se dire pour le profane que c'est quelque chose d'exceptionnel parce qu'on imagine toujours les temps passés, comme le Moyen-Âge, comme des temps barbares, où on va tuer sans trop de discernement et de manière un peu efficace. Ce qui est faux, bien entendu, parce que la morale et les mœurs évoluent selon les temps et les époques. Alors forcément, il y a des époques violentes, mais on en vit une aussi actuellement. C'est juste que la violence change de cadre, change de personne. Elle est toujours là, elle a toujours été là. Et il y a toujours eu des gens qui, même dans les arts martiaux, ont essayé d'adopter ce point de vue-là, un peu bizarre, que la vie était légèrement précieuse, ou alors pour des raisons bassement pratiques, comme on va le voir. Alors je vais me baser sur 3 exemples, 2 sources, avec les boutons que j'ai mis hors cadre, que je vais attraper maintenant. Parce que ça peut faire. Pas grave. 2 sources dont on va parler. Donc, tout d'abord, Filippo Vadi Pisano, source italienne du XVe siècle. Ensuite, une source du XVIe siècle qui est Joachim Meyer, dont on parlera aussi. Et une autre, c'est pas tellement une source précise, c'est plus une tradition qui est recoupée par plusieurs sources, qui est celle de la Verdadera Destreza espagnole, qui commence à la fin du XVIe siècle et qui va y avoir des livres jusqu'à la fin du XIXe sur la destreza espagnole, au sabre notamment, mais principalement ce qui nous intéresse, ça se passe au XVIe et au XVIIe. Ce souci commun de ne pas tuer, il est abordé de différentes manières. C'est-à-dire que déjà, le contexte influe énormément sur les raisons. Le contexte historique influe énormément sur les raisons qui vont faire qu'on ne va pas tuer son adversaire. Le contexte géopolitique aussi, le contexte économique. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'à un moment d'histoire, c'est une alchimie particulière, toujours. Ça dépend d'énormément de facteurs, et encore, on a très peu de traces de ces moments-là. On peut qu'interpréter, on peut que s'imaginer, et même en interprétant, en s'imaginant, on ne sera jamais proche de la réalité. Comme ce qu'on fait en AMHE, quand on recrée un geste martial, on sait qu'on ne peut jamais être sûr à 100% de ce qu'on fait. C'est tragique, mais c'est beau. J'aime bien en tout cas. Après, il y en a qui sont peut-être plus sûrs parmi vous que d'autres, je ne sais pas. C'est tombé sur toi, mais ça aurait pu tomber. T'étais là. C'est ça. Alors, les 3 sources. Désolé, vous ne verrez pas super bien, mais quand vous verrez la vidéo, ça ira mieux. Je vais beaucoup parler de contexte sur ces sources. Un peu de comment l'auteur ou les auteurs ont agi, ont décrit leur technique, et un petit peu de la manière de faire. Parce que la manière de faire pour ne pas tuer les techniques, c'est ce qu'on apprend en cours. Bizarrement, je ne vais pas trop vous en parler maintenant. J'ai pas la place, j'ai pas les épées, ça aurait été rigolo. Une autre fois, on verra bien. Alors on va commencer directement par un des moments les plus cool de l'histoire. Enfin moi c'est mon moment préféré. Quand on est historien, on a toujours un moment préféré. La fin du Moyen-Âge et la Renaissance italienne. Alors la Renaissance italienne, elle commence beaucoup plus tôt que la Renaissance française. Elle commence en 1300 avec le mouvement humaniste. Et c'est ça, le principal facteur qui va motiver notre premier auteur, qui est Filippo Vadi. C'est l'humanisme. C'est-à-dire que l'Italie de la fin du XVe siècle, spécifiquement Urbino, c'est un centre intellectuel, politique, c'est un centre de pouvoir, c'est un centre économique colossalement important.
il y avait le mec qui a eu la vie la plus cool de toute la Renaissance italienne qui gérait ça. Qui a un peu... Tiens, ça fait 2 heures maintenant. Il s'agit d'un fils illégitime, tout d'abord. C'est un Jon Snow. C'est un bâtard. C'est le demi-frère du duc d'Urbino. Et on pense, on n'est pas sûr à 100%, que le mec a machiné, a conjuré pour faire tuer son demi-frère, c'est parler proprement, faire tuer son demi-frère et prendre sa place. C'est pas grave. Et en tant que demi-frère, en tant que fils bâtard noble, il a quand même eu accès au métier des armes et il a eu accès à une éducation, à une culture, etc. Ce monsieur-là, c'était ce sympathique monsieur dont vous voyez un portrait ici. C'était Federico III de Montefeltro, et à gauche, c'est une recréation de son visage. Il lui manque un œil, sexy, et il est très reconnaissable à son profil, parce qu'il avait un énorme coup d'épée là. Il avait le nez en angle droit, littéralement. Il s'est fait enlever le haut du nez. À force de machination, donc, il est arrivé à la tête du duché d'Urbino, alors que c'était avant un condottiere, c'était un mercenaire de haut vol, à une époque où, en Italie, il y avait un énorme flux de violence et de guerre privée. Mais en même temps que ça, un énorme flux culturel, un énorme flux humaniste qui est venu du courant humaniste, qui vient lui-même de la redécouverte des auteurs grecs. Erasme est un auteur humaniste qui a redécouvert les auteurs grecs, Pétrarque est un auteur italien qui a redécouvert Aristote, etc., etc. Dante aussi, qui a posé l'italien à sa manière. Et dans ce mouvement humaniste, il y a une valorisation de la vie, tout simplement, il y a une condamnation de la violence. Erasme lui-même condamne, ce qui est rare à son époque, condamne les châtiments corporels sur les enfants. C'est rarissime, mais ça en dit beaucoup sur le point de vue de ces hommes-là à l'époque, qui étaient novateurs, qui étaient révolutionnaires, et qui va apporter une vague culturelle colossale dans tous les domaines, et c'est ce qui va porter la Renaissance. On parle de Renaissance parce qu'on dit qu'on retourne à l'Antique. On passe les âges noirs, on retourne à l'Antique, on retourne au savoir. On va recommencer à faire des bâtiments monstrueux comme la cathédrale de Florence. On va commencer à avoir des peintres de ouf. Et on va, dans tous les domaines, dans les mathématiques, etc., etc. Et Montefeltro, donc le duc de Montefeltro, notre camarade, c'est un prince de la Renaissance. Et pour montrer son pouvoir, il va être un mécène. Et il va avoir à son service énormément de grands artistes, dont Pietro della Francesca, dont des architectes, dont des peintres comme la Francesca, Uccello, aussi des mathématiciens. Alors, est-ce que je le lis ? Alors, ce mathématicien, le tableau est plus connu que le mec, mais il a révolutionné les maths après Pythagore. Il s'appelait comment ? Il s'appelait Luca Pacioli. Il avait aussi une bibliothèque colossale qui a alimenté la bibliothèque Vaticane une fois que les armées du pape auront mis la main dessus, beaucoup plus tard. Voilà, il est protecteur des arts, il est surpuissant, et ça se voit dans toute l'iconographie qui va avec. Donc là, je ne sais pas si on voit très bien. On voit Federico da Montefeltro en armure, assis, avec son fils à côté, en train de lire un livre. Il est prodigieux ce tableau. Il dit tout. Je suis un prince, j'ai du pouvoir, je peux vous latter quand je veux, et je l'ai prouvé. Je suis un chef de guerre, je suis balafré, je suis toujours de profil parce que j'ai mon nez pété et que j'ai pas d'œil à droite. J'ai vécu et je suis lettré. Je lis un livre, on ne sait pas ce que c'est le livre. Il n'y a rien de marqué dessus, ça pourrait être la Bible, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. On choisit de le lire comme on veut. Et ma succession est assurée parce que j'ai mon fils. Succession qui se fera en 1482, l'année même où Filippo Vadi rentre au service du fiston Guidobaldo, qui devient donc un des hommes les plus puissants d'Italie, directement. Et à qui le livre de Filippo Vadi est dédié. Il est dédié à Guidobaldo de Montefeltro, donc le petit enfant qui est ici, qu'on retrouvera plus tard peint par Raphaël. Il sourit. Je vous jure, il sourit. Peint par Raphaël. C'est quand même... C'est pas n'importe qui. Il arrive dans ce cours-là et il se fait une place. C'est-à-dire qu'avant ça, Filippo Vadi, de ce qu'on sait de sa vie, il a été gouverneur militaire, métier des armes, petite noblesse. On sait qu'il a arrêté de gouverneur militaire et était au service de la famille qui régnait à Milan, les d'Este. À Milan, il se trouvait qu'il y avait au passage un manuscrit de Fiore qui traînait par là. On pense qu'il y a eu accès parce que quand même, il y a des choses qui se ressemblent. Ou alors, ce sont tous les deux des témoins d'une tradition martiale vaste qu'ils auraient interprété eux-mêmes. Il se fait ordonner par un juriste magister scrima, donc maître d'escrime, maître d'armes tout simplement.
Alors c'est un peu à prendre avec des pincettes parce que si on avait un peu de sous, on pouvait à peu près avoir le diplôme où on voulait, suivant les époques. Ça se discute, quoi. C'est comme il y avait beaucoup de médecins à l'époque. Voilà. Ouais, je suis médecin. Tranquille. Enfin, bref, on va épiloguer. Il arrive dans cette cour qui est extrêmement brillante et il y a un témoignage de la vie de la cour d'Urbino qui est hyper important, qui a été écrit par ce monsieur qui a croisé Vadi. Ce monsieur qui s'appelle Baldassare Castiglione, qui a écrit un livre colossal pour l'époque, qui a écrit le livre du courtisan. Alors, pour vous dire à quel point de niveau on est en termes d'art et d'excellence artistique, d'excellence dans tous les domaines, le tableau de Baldassare Castiglione, il est par Raphaël lui aussi. C'est un des plus célèbres tableaux qu'il y a au Louvre, au passage, dans son aile. On est à un point pas possible. Niveau concentration de savoir, niveau concentration de talent, on est à un point pas possible. C'est dire si Vadi, il arrive dans un endroit, un cocon quoi pour lui, et il doit montrer ses preuves, il doit montrer qu'il est utile et qu'il correspond à l'idéal de la Renaissance. Et que lui aussi, il est humaniste et que lui aussi, il valorise la vie. C'est une des explications, à mon sens, pour lesquelles il va faire des techniques pour ne tuer personne dans son art du combat. Castiglione, dans son livre du courtisan, de nos jours, quand on pense courtisan, on a un peu l'image, vous savez, dans le film de Patrice Lecomte, dans Ridicule. On imagine le courtisan à Versailles qui va être prêt à toutes les bassesses, toutes les ignominies, à se rabaisser, à aller baiser les pieds du roi pour avoir les faveurs, etc., etc. C'est pas du tout ça à cette époque-là, Urbino. Le courtisan, c'est le surhomme, c'est l'homme cultivé, c'est l'homme qui sait se battre, c'est l'homme ultime. C'est l'homme qui accomplit l'humanisme dans le sens où l'humanisme, ça doit être le principe de base, c'est de surpasser sa nature humaine par la culture pour se dépasser soi-même. Ça, je suis pas trop hardcore. Et même, il y a mieux que ça, parce que comme on est à la rencontre de deux époques, entre les temps modernes et le Moyen-Âge, l'homme de la Renaissance, il doit être à la fois lettré et guerrier, et il doit réunir l'idéal chevaleresque du Moyen-Âge et l'idéal culturel de l'humanisme. Il doit réunir tout ça en même temps. Ça doit être ça le courtisan. C'est ce qu'incarne parfaitement Montefeltro, en plus d'incarner le pouvoir. C'est ce qu'ils incarnent absolument, et c'est vers quoi ils tendent au maximum. Donc Vadi produit ce livre. On va avoir en plusieurs passages son souci de conserver la vie, où il le dit textuellement dans la préface. Alors le livre lui-même, ça c'est un facsimilé, il est extrêmement bien fait. Tout simplement, on a reproduit le livre comme il est. C'est le format réel. Je pense à peu près à ce niveau-là. Voilà. Donc c'est pas un livre de poche, c'est plus, on dirait plus un librio en fait. Je sais pas si vous vous souvenez, les librios à 2 euros. Ça existe encore, ça marche. Voilà, oui on pense. C'est ça. Il y a tout un passage écrit au départ. Alors si vous entendez les gens se réduire dans la vidéo, c'est juste que la bouffe est arrivée. C'est On a d'accord avec vous, parce que du coup, depuis 2 jours, on bouffe les biscuits voisins. Voilà. Vadi, dans son bouquin, dans sa préface, il va dire textuellement à propos de son travail, il dit il ne doit pas tomber entre des mains d'hommes sans éducation et de basse naissance. Je le dis avec certitude, ils sont en tout point étrangers à cette science, tandis qu'à l'opposé, il est bon pour n'importe qui de perspicace, talentueux et aimable membre de l'élite, tels que courtisans, érudits, barons, princes, ducs et rois, qui doivent être appelés à apprendre cette science, suivant le principe des institutions, qui dit que la majesté impériale n'a pas à être honorée seulement par les armes, mais aussi par les lois sacrées. Donc là, on a, pour tout ce que je viens de vous dire, résumé en un passage. C'est pour l'élite, mais l'élite érudite. C'est pour l'homme de la Renaissance, et pas n'importe lequel. C'est pour l'élite, point. Et au-dessus des courtisans des érudits, il y a les barons, les princes, les ducs et les rois. Donc, bon, c'est un peu une lettre de motivation, je pense, aussi, ce livre. Donc il a un peu envie de se vendre. On peut le voir comme ça. L'humanisme élitiste, c'est la religion d'État à ce moment-là. Vraiment. Bon, il y a aussi un petit court passage, un petit rappel au texte antique qui fait écho à l'humanisme.
parce que Vadi est le premier, je pense, dans toutes les traditions martiales qu'on a trouvées, à parler d'art de Mars. Art de Mars et de Minerve. Mars, c'est le dieu de la guerre, on est d'accord, pas de problème, ça donne arts martiaux. Minerve, c'est Athéna, c'est pas n'importe qui non plus. Elle incarne aussi la guerre. Seulement, elle incarne la guerre juste. Elle incarne la guerre raisonnée. Et elle incarne surtout l'intelligence. C'est vraiment pas anodin de faire appel à ces deux dieux-là. Surtout à ce moment-là. Et, du coup, comme je vous l'ai dit, l'humanisme s'opposant à la terreur et à la violence, on va tout faire pour sauver déjà sa vie propre, parce que c'est un art martial, c'est l'autodéfense, mais on va essayer de sauver la vie de son adversaire. Il y a peut-être aussi une raison pratique. C'est qu'on est dans une cour, on va s'entraîner entre nobles, le sang noble, il est précieux, on va pas trop le répandre, on va se le garder parce que ça peut toujours servir. Et c'est plutôt mal vu, surtout que, imaginons que Vadi, même si on n'en a pas la trace, ait bien été pris comme maître d'escrime à ce cours-là. Il a peut-être été le maître particulier du jeune duc. Buter mon patron, même si j'en ai beaucoup rêvé, je ne vais pas le faire là. Parce que là, il risque beaucoup. Vadi dit encore, dans la partie en prose, qui était destinée à être appelée Sparker, combien de gens sensés sont morts parce qu'ils n'agissaient pas selon l'art de combattre, et ont ainsi sur leur vie fermé leurs portes. Aucun trésor n'est aussi grand que la vie, et pour la défendre, chacun fait de son mieux pour se maintenir en vie autant que possible. Il y a tout, on a toutes les raisons, on a à peu près fait le tour. Ces principes moraux de ce courtisan qui est d'extraction militaire et qui est maître d'armes, reconnu légalement, il va tout retranscrire, tous ces principes moraux dans ce livre où il a bâti une doctrine de préservation de la vie. Alors, pratiquement, comment ça va se transcrire ? Il va chercher le désarmement. Il va chercher à mettre l'adversaire à terre. Il va chercher à se rapprocher. Il va chercher le contrôle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de techniques qui vont partir de la croce, la croix, ou... Pourquoi tu t'es mis en veille, ou on va rester au lien sur l'adversaire, on va se rapprocher de lui, on va essayer de le mettre à terre ou de le désarmer. Il le dit dans son texte, il est montré dans mon livre, la manière d'assaillir un ennemi et de se défendre contre lui, mais aussi il est dit comment le désarmer. Avoir le souci de désarmer l'adversaire, c'est ça. Parce que je supprime la menace, certes, mais je ne supprime pas la personne qui le porte. Ça va être super petit, je suis désolé pour vous. Je vais le voir un petit peu, si vous la connaissez. Comme ça. On a l'impression, vous savez, les dames qui montent les scores, qui montent les rounds pendant les combats de boxe. Voilà. Je fasse attention parce que c'est pas mon PC. Je ne me mettrai pas en bikini. La tentation est grande pour vous, j'en suis désolé. Ou encore ceci, vous voyez, vous allez rien voir, mais bon. C'est voilà. Pour ceux qui ont la chance d'être sur YouTube maintenant, et qui ont tenu jusque-là, vous verrez des jeux où on peut renverser les gens. Alors ça, vous le voyez en cours, pour ceux qui sont pratiquants de la MHE, vous pouvez le voir, toutes les sources sont sur Internet, notamment une certaine traduction, que j'ai peut-être faite ou pas. Donc on désarme, on va y aller, on va désarmer. Ce qui est intéressant aussi à souligner chez Vadi, comme dans beaucoup d'autres œuvres d'AMHE en général, il y a très peu, une quantité infime de sang qui est représentée. Alors il y a peut-être un tabou de la représentation du sang au Moyen-Âge, qui est peut-être réservé aux faits religieux. Sauf chez le Caravage, mais lui il était cintré, il était génial. Mais de manière générale, on a très peu de sang. Enfin, on en voit peu. Est-ce que c'est parce qu'on bannit la violence, ou est-ce que c'est parce qu'il y a un tabou ? Ou est-ce parce qu'on en voit trop dans la vie de tous les jours ? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Il y a d'autres réponses là-dessus. Si on reprend notre courant humaniste, là on l'a laissé, qui est toujours là en Italie, qui va se diffuser en Europe, partout, c'est-à-dire la chrétienté, l'Occident tout simplement. Il va se diffuser vite parce qu'il va combler un vide. Il y a une crise morale colossale à l'époque dans la chrétienté et dans l'Église. Il y a une énorme faillite de l'Église, simplement parce qu'on va enchaîner les papes corrompus, les Borgia. Au passage, Guidobaldo, il ne va pas vivre vieux parce qu'il va se prendre César Borgia dans la tête. Bon, il va survivre, mais il va aller en tôle. Après, il va chuter. César Borgia va chuter, les Borgia vont chuter. Guidobaldo va récupérer son duché, mais il va mourir très jeune, d'une maladie. Voilà. Donc la puissance des Montefeltro, ça va être récupéré par le pape, dont la bibliothèque, dont le Vadi, qui est toujours à Rome d'ailleurs, mais pas dans une bibliothèque vaticane, dans une bibliothèque publique. Ça a un peu bougé.
Et donc cet appel d'air, cette crise politique, vraiment, et cette crise morale de l'Église, ça va créer un énorme appel d'air pour l'humanisme et pour les idées humanistes, qui vont aller très loin, et qui vont aller jusqu'à la rupture totale, puisqu'en 1517, donc, on pense que Waddy est mort en 1506. Donc soit au moment de l'invasion par les Borgia, soit un peu après. Donc 10 ans après la mort de Waddy, il y a Luther qui placarde ses thèses sur une église en Allemagne. Et là, on passe à une autre étape, enfin, peut-être sûrement à la fin de l'humanisme en tant que courant culturel et politique, parce que c'était un courant politique aussi, mais pas en tant que courant philosophique, parce que ça va continuer, ça va aller se répandre dans les Lumières après le XVIIIe. Et du coup, on a cette rupture-là en 1517 avec les guerres de religion. Et du coup, on va changer de ville et puis on va aller voir ce qui s'est passé, ce qui a entouré la naissance de notre seconde source pour ce soir, Joachim Meyer, puisqu'on va aller dans la bien belle et magnifique, très puissante ville, là aussi, très puissant centre de Strasbourg. Strasbourg. Voilà. Strasbourg, à l'époque, c'est un peu comme Urbino. Alors, c'est un peu, on a tendance à un peu l'oublier aujourd'hui parce qu'on pense grosse capitale, on pense grosse métropole, ce qu'elles étaient avant. Les grosses métropoles d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que c'était hier. Strasbourg, c'était un centre, c'était un hub, vraiment, comme Urbino, comme beaucoup de villes italiennes d'ailleurs. Strasbourg, on a un carrefour européen de négoce. On est dans une zone où on est sur le Rhin déjà. C'est un axe commercial, mais plus que majeur, entre les groupes économiques flamands, entre l'Italie du Nord, entre l'Allemagne, entre la France qui commence à devenir très riche. C'est une ville riche, c'est un carrefour des idées aussi. C'est là où va se diffuser l'imprimerie. Gutenberg, il va s'atteler là-bas. C'est un livre imprimé. Ce livre, il date de 1570. C'est pas n'importe quoi. C'est pas anodin, ça va diffuser des idées. C'est à Strasbourg qu'on a le premier journal de l'histoire. De l'imprimé, qui va se diffuser aussi. C'est là où on a la cathédrale la plus haute de l'Antiquité. De la chrétienté. Connerie. Céleste, alors du coup, hein. Après, ils l'ont jamais fini, hein. Ils en ont fait qu'une. Hein. Je veux dire, voilà. Ils ont fait qu'une tour, ils ont jamais fini. Mais ils ont gardé le budget, ouais, ils ont fait. Non, mais c'est bon, c'est bien. C'est aussi, comme c'est une ville puissante, c'est une ville d'empire. C'est intégré dans l'empire, dans le Saint-Empire romain germanique, qui est ni saint ni romain, voilà, germanique surtout. Et c'est une république citadine, au fond. Il y a une sorte de plutocratie. C'est les marchands qui gèrent, c'est les artisans qui dirigent la ville. Et ces gens-là, ils n'aiment pas trop avoir à faire appel à des mercenaires. Ils n'aiment pas trop avoir à entretenir une armée. Ils n'aiment pas du tout avoir des gendarmes professionnels dans leur ville. Parce qu'en temps de paix, c'est des fauteurs de troubles. Ouais. C'est des fauteurs de troubles dangereux. C'est-à-dire, potentiellement, en temps de paix, un gendarme qui s'ennuie, il faut que ça s'occupe. Et c'est pas bon pour le négoce. Voilà. Du coup, ils vont être très attachés, dans cette grande ville très puissante, très, très indépendante, à avoir des miliciens. C'est les citoyens de la ville de Strasbourg qui vont se défendre eux-mêmes. À la fin du XVe siècle, cette ville qui fait 26 000 habitants à peu près, à ce moment-là, ce qui est quand même pas mal du tout pour l'époque, elle peut compter sur 5000 hommes à elle, qui peuvent se mobiliser comme ça d'un coup de cloche. Ils prennent les armes, ils ont les armes chez eux. Ils s'entraînent dès qu'ils peuvent et puis ils vont au turbin. Et ça a été très important pour Joachim Meyer, qui lui est né à Bâle au début du siècle. Il est mort jeune, donc je crois qu'il me semble qu'il est né dans les années 20. Et il arrive dans cette ville où, donc, comme je vous l'ai dit, on est un carrefour moral, un carrefour d'idées, un carrefour économique, tout ce que vous voulez, un gros hub, qui se retrouve un petit peu en galère parce qu'on est en pleine guerre de religion dans les années 1540-1550. Il y a plusieurs troubles, alors c'est des troubles mineurs, c'est de l'escarmouche, c'est tout ça. En France, il y a plusieurs guerres réelles, guerres civiles qui s'enchaînent jusqu'à l'avènement d'Henri IV. En Allemagne, c'est disparate et ils vont arriver à une sorte de compromis. Par exemple, Strasbourg, ils deviennent officiellement protestants en 1532. Beaucoup plus tard, ils vont avoir un système avec deux évêques, un catholique et un protestant, qui vont diriger conjointement la ville. Ce qui ne va pas marcher du tout, parce qu'ils s'entendent moyennement. Et donc Joachim Meyer, il arrive dans ce contexte à Strasbourg, donc lui il est né à Bâle, et il est cutler de profession, coutelier. Pas taillandier, il n'est pas forgeron d'épée, il fabrique des couteaux. C'est important. Et il se met au service de la ville en tant que citoyen et artisan, un mec qui gagne sa vie. Il est à Strasbourg, et il va
il ne pouvait pas être maître d'armes, il ne pouvait pas être professionnel, donc il est amateur. C'est un AMHer. C'est un AMHer. J'aime bien dire ça parce que ça va faire réagir, ça va faire rigoler. De quoi? C'est ça. Donc ils vont devoir s'entraîner, il prend avec beaucoup d'enthousiasme ce principe-là de devoir rendre service à sa ville et de la défendre. Et du coup, il va pétitionner un nombre de fois important auprès des élites de la ville pour organiser ce qu'on appelle des Festschule. Je ne sais pas si je prononce bien. Et qui est littéralement école de combat. Alors, comment dire? C'est pas tellement une école permanente. Disons qu'on va sur la grande ville de Strasbourg. On a des gens qui connaissent technique, comme Joachim Meyer, qui vont diriger un peu les travaux. Et on va s'entraîner à se battre. Dans une optique d'être prêt, au cas où ça arrive. Et Joachim Meyer, nominalement parlant, il va organiser 6 Festschule entre 1561 et 1568. Et en 1570, il va sortir un livre de ça, où il va mettre les techniques. Donc dans cette édition, c'est une belle édition. Alors celle-là, c'est une traduction anglaise par Geoffrey Forgang. On a... Je vais vous montrer ça parce que ça va être plus simple que si j'arrive à trouver l'illustration. Donc c'est un livre imprimé et il va faire appel à des graveurs d'immenses talents. On va montrer les techniques. Alors il y a beaucoup de textes éventuellement, énormément. On va montrer les techniques de combat. Il y en a plusieurs sur chaque planche. Comme ça économise un petit peu du papier quand même. C'est quand même toujours pas donné. D'ailleurs, il va un peu se ruiner à payer son livre. Il va faire appel à du mécénat. Il va se sortir. Pas de bol. Il a trouvé un mécène. Il peut devenir maître d'armes. Il va, pour s'engager au service de son mécène qui est dans le nord de l'Allemagne. Il meurt en route à 37 ans, ça arrive, mais il était presque, il était arrivé à réaliser ce que je pense être son vrai métier. Un peu comme nous si on devenait un MHR professionnel. Je suis un peu triste là d'un coup. Voilà, ambiance. Alors, notre Joachim Meyer, lui, il ne va pas trop avoir des techniques pour ne pas tuer. Lui, il a un sens pratique. Et il est dans un sens d'entraînement. Il fait une Festschule. Il ne va pas tuer ses concitoyens, il ne va pas tuer ses camarades. Du coup, il ne va pas élaborer tellement des techniques pour ne pas tuer. Il va être pratique. Il va prendre des outils qui vont permettre de ne pas tuer, tout simplement. Il va utiliser la Federschwert, par exemple. Alors, la Federschwert, c'est ce qu'on utilise nous, c'est les épées d'entraînement. Elles ne sont pas pointues, elles sont carrées au bout, elles ne sont pas affûtées. Et à l'époque, par contre, c'est plutôt des baramines. Nous, on arrive à faire un acier flexible de nos jours. À l'époque, ça devait être un peu chaud, surtout quand on voulait faire quelque chose qui ressemblait à une épée longue. Donc quelque chose de plutôt rigide, même s'il y a une certaine souplesse. Il y avait trop de rigidité pour qu'on puisse se lancer les stocks, je pense. C'est pour ça que Joachim Meyer bannit les stocks dans son épée longue, dans son art de combat à l'épée longue. Et ouais. Par contre, il ne la bannit pas dans la proto-rapière. Parce qu'il a une arme qu'il appelle une rapière, mais ça ressemble plus à une épée de cour. C'est autre chose. Il ne va pas utiliser que ça, il va utiliser des dagues qui ressemblent à des dagues en bois qu'on a aussi. On le voit dans les illustrations. On le voit vite fait ici. Il va utiliser aussi des bâtons pour simuler les armes d'Ast. Et il va utiliser, chose intéressante, ce qu'on appelle un doussac. Ici. Ça c'est chouette le doussac. Alors, vous verrez plus tard. Le doussac c'est en cuir et c'est en bois. Et on suppose que ça va... Alors là, je peux vous voyez un petit peu peut-être mieux les dagues, on voit que le bout est rond. C'est clairement pas une dague. Et merci. Le bout est rond, exactement, tout à fait. Des bâtons, etc., etc. On va utiliser tout ça, on va utiliser des armes non létales, tout simplement. Et tout ça qu'on pense, moi je suppose assez fortement que ça sert d'arme de simulateur pour tout ce qui va être tout simplement arme courte et tranchante. Donc soit les messers, soit les... Voilà, j'arrive pas à le dire. C'est ça. Non, je cherchais un autre nom, une autre arme italienne dont j'ai complètement oublié le nom. Qui est pareil, qui est un peu long, qui est un peu... Le fauchon. Le fauchon, voilà, merci. Alors après, il se faisait quand même sûrement un petit peu mal. Il y avait une chronique, donc malheureusement je ne l'ai pas retrouvée, dont j'ai entendu parler. Donc Meyer entraîne ses citoyens à l'autodéfense. Il en a sorti son livre après. Alors il a une forte inspiration, naturellement, les Steinaueriennes. Hein. On utilise les mêmes terres, on utilise le Zwerchau, on utilise le Unterau, on utilise etc. Tous les Krumpau. Il s'inscrit en tradition parce que tout simplement il a été élevé avec ça.
Il était élevé dans le métier des armes, donc simplement c'est tout ce qu'il a connu. Donc il a utilisé les termes que tout le monde utilisait. C'est comme nous, quand on utilise un portable maintenant, on utilise un vocabulaire qu'on sait être, les screenshots, les trucs dans le genre. Bah, eux, ils avaient accès à certaines personnes, certains citoyens libres avaient accès à des épées, ils avaient un vocabulaire qui était propre à ça, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Du coup, il est bêtement pratique et il y va simplement, il utilise des armes d'entraînement. Il fait, j'ose pas dire du sport, parce que dans le sport, il y a une notion de plaisir, il y a une notion de compétition. On va dire, c'est vraiment, c'est de la gym, c'est de l'entraînement. On est prêt pour combattre et ça a sûrement servi plusieurs fois. Pas du temps de meilleur parce que il ne me semble pas qu'il y ait des sièges de la ville à ce moment-là. Sûrement des escarmouches alentour, même si Strasbourg n'a pas un territoire propre très important autour de la ville. Ça a dû servir énormément. Reprenons ce flux humaniste et allons voir ce qui est devenu en Espagne. Alors en Espagne, ça a été un peu chaud. Il y a une résistance de l'Église était très bien installée en Espagne, de toujours d'ailleurs. Et l'Espagne ne connaissait pas de crise à l'époque. C'est-à-dire que l'Espagne, on arrive à la fin du XVe siècle jusqu'à la fin du XVIIe, en plein siècle d'or. Il y a eu la Reconquista qui s'est finie, et à la fin de la Reconquista, ce qui s'est passé, c'était la Conquista tout court, avec l'appropriation du Nouveau Monde, d'une bonne partie du Nouveau Monde et de sa richesse, ce qui a apporté le vrai âge d'or italien, tout à fait, le vrai âge d'or espagnol. On a, ouais, voilà, c'est ça, Christophe Colomb était génois, ça peut marcher. Après, c'est plus Hernán Cortés qui a ramené des sous et tous ses copains. Du coup, ça a favorisé il y a une grandeur économique, un essor de vitalité littéraire, artistique. Pareil, on va avoir des peintres de ouf sur le siècle d'or. Espagne, tu vois. En Espagne. Comme en Italie, il y a eu. Voilà, ouais, c'est ça, je sais plus. Je vais sûrement m'engueuler quand je vais revoir la vidéo plusieurs fois. J'articule toujours, ça va? Oui, c'est juste que là j'ai fourché à l'Italie. Pour ça. Donc voilà, oui, on va avoir aussi une profusion littéraire monstrueuse. On va, voilà, Cervantes, le Greco, Goya, c'est fantastique. Et je ne vous parle pas des Pays-Bas espagnols, qui sont possession de l'Espagne, qui correspondent à la Belgique. On va avoir des ricochets un petit peu, ça va se répondre avec les peintres flamands, etc. Il va y avoir des sous, il va y avoir moyen pour les classes intermédiaires, on va dire, de prendre un certain essor. Classes intermédiaires comme les hidalgo, qui correspondent à la petite noblesse. Alors hidalgo, ça veut simplement dire fils de quelqu'un. Hijo de algo, tout simplement. C'est aussi couillon que ça. C'est pas des grands d'Espagne, c'est pas forcément des comtes, des princes, etc. C'est certainement pas le peuple et la bourgeoisie. C'est un peu entre les deux. Et c'est un peu Hernán Cortés. C'est un homme des Argentières, Hernán Cortés, un Aragonais. Mais lui, il va chercher fortune au Mexique et il va finir vice-roi. Il me semble. Je ne l'ai pas en tête là, mais il me semble. Et du coup, on a cette classe nobiliaire, cette classe de la noblesse, même si elle est petite, elle va avoir la même éducation et les mêmes pulsions humanistes que toute la noblesse en Europe, en fait. Elle va avoir une recherche d'érudition en permanence, une recherche d'intelligence, qui va en contradiction avec un certain obscurantisme qui est porté par l'Église à l'époque en Espagne. C'est-à-dire qu'en Espagne, à ce moment-là, on a l'Inquisition qui est toute puissante. Là, je repense au truc de Monty Python. Nobody expects the Spanish Inquisition. Oui, c'est voilà. Et eux, par contre, ils n'ont pas trop de considération sur la vie. Ils sont plutôt on est dans un monde en Espagne où, parallèlement à ça, vous allez avoir une extrême misère sociale qui est toujours là, populaire, une extrême richesse, une extrême extérieur de certaines classes, un florissement des arts, un florissement des intellectuels, des philosophes, certains, oui, voilà, certains écrivains, certains peintres. Et en même temps que ça, on a l'Inquisition qui va aimer cramer tout ce qui est juif, tout ce qui est ancien arabe, tout ce qui reste tout ce qui reste qui est pas chrétien après la Conquista. Donc à Séville, en Andalousie, en même temps qu'on a les cales, les coffres d'or, les richesses du Nouveau Monde qui arrivent, on brûle des juifs convertis parce qu'on pense qu'ils sont toujours douteux, et puis qu'il restait qu'eux à cramer, avec plaisir, avec le Talmud. Et donc à côté de ça, moi je suis assez convaincu que la classe des Hidalgo rentre en résistance avec ça. Et elle va vouloir rentrer en résistance de toutes les manières, que ce soit dans sa manière d'être, sa manière de se comporter politiquement, et sa manière de combattre, éventuellement. Alors il y a des traditions d'escrime espagnole anciennes. On sait qu'il y a une escrime espagnole populaire, vulgaire,
dont on retrouve des traces notamment chez Heredia. Mais il y a la Verdadera Destreza, qui est développée tout d'abord par un monsieur qui s'appelle Carranza, puis par d'autres personnes plus au XVIIe qui s'appellent Pacheco de Narvaez et Francisco Lorenz de Herrada. Alors là, on est un peu dans du Hidalgo haut de gamme. On pense que les mecs ont quand même réussi à bien bosser dans leur vie, ont fait du négoce, ont bien investi, mais ils ne sont pas nés dans la rue non plus. Voilà, on est dans du Hidalgo. Et cette classe-là des Hidalgo, c'est leur public, c'est leur cible, c'est à eux qui s'adressent en faisant leurs livres. Et notamment le premier, le livre, le titre dit tout, alors le titre est long. De la philosophie de las armas y su destreza y la agresión y defensa cristiana. Donc, de la philosophie des armes et de sa dextérité, et de l'agression et de la défense chrétienne. On arrive à mettre philosophie et chrétien en même terme, ça veut dire qu'on la joue safe quand même, mais qu'on se revendique aussi comme vraiment chrétien, c'est-à-dire que contrairement à... On induit peut-être implicitement que contrairement à l'Inquisition, nous on n'a pas oublié un des commandements qui est tu ne tueras point. Et on se valide comme ça. Et on est en même temps héritier de l'humanisme puisqu'on invoque le terme philosophie. Carranza, le voici. Simplement. Et du coup, donc voilà, il y a sa source. Alors les sources de la Destreza, c'est de l'ultra-violence, c'est du texte, des maths. C'est une escrime euclidienne, littéralement. C'est une escrime mathématique, euclidienne. Voilà, c'est des mathématiques dans l'espace. On voit toutes les sources, que ce soit Rada, Pacheco Narvaez ou Carranza. On va avoir la même liste de choses qu'on va retrouver et qui vont donner la Verdadera Destreza. C'est-à-dire que d'abord, on va visualiser l'entourage par des cercles virtuels et par des plans virtuels. Par exemple, quand je vais tendre l'épée comme ça, droit, et que l'adversaire va faire pareil devant moi, qu'on va toucher les pointes des armes sur la coquille de l'autre, on va créer un plan virtuel qui va s'appeler le medio de proportion. Enfin, le premier plan particulier, pardon. On sera en position de méthode de proportion et on créera un premier plan particulier. C'est dans ce plan-là que ne doit pas être la lame, la pointe de l'adversaire si on veut être en sécurité. Ça aide. Moi, ça m'a traumatisé sur toutes les armes après, parce que maintenant je vois que ça. Une fois que vous avez vu ça, c'est foutu. On va utiliser aussi, on va essayer de faire en sorte de tout le temps casser la ligne, se déplacer sur le côté. On va éviter le mouvement direct vers l'ennemi, qui est considéré comme suicidaire et potentiellement meurtrier pour l'un comme pour l'autre. On va étendre le bras en ligne droite un maximum pour avoir une distance maximale. On va rester droit, se présenter de profil pour réduire la cible qu'on est. Moi j'aime beaucoup la Destreza pour ça, parce que quand on est un peu feignant, qu'on a un peu les genoux pétés comme moi, on est bien content d'avoir toujours les jambes réunies. Et pas comme d'être chez Meyer, toujours à faire des squats et des fentes. Moi j'adore la Destreza pour ça, c'est une escrime de vieux. Et j'adore ça. Sébastien Romagnan le dit, c'est une escrime de vieux et c'est très bien. On va utiliser donc la distance de base qui est méthode proportionne, on va utiliser le lien, comme chez Vadi. Tout va partir du contrôle. Il y a un traumatisme du contrôle dans la Destreza. On va être toujours en lien avec l'épée, on va toujours gagner le fort sur le faible, pour faire ce qu'on appelle l'ataro. C'est-à-dire que je prends le contrôle du faible de l'adversaire avec mon fort, pour le menacer, soit prendre le contrôle du plan, comme je vous ai dit, le premier plan vertical, et éventuellement l'abattre si on a envie, mais si on n'a pas envie, on le menace juste. C'est possible aussi. On va avoir une préférence pour les mouvements naturels de frappe, c'est-à-dire les mouvements qui vont vers le bas, pour être plus simple et plus safe. On va rester simple et efficace. On va utiliser les tailles quand même, relativement. Et on va essayer de tout faire pour aller désarmer l'adversaire. C'est-à-dire le mouvement sublime en Destreza, le mouvement sublime en rapier espagnol, en Verdadera Destreza, c'est le movimiento de conclusión, c'est désarmer l'adversaire tout simplement. C'est ce à quoi on tend. Soit on va contrôler, on va chercher à prendre le contrôle tout le temps, c'est être celui qui a l'avantage à écarter la menace, sans tuer pour autant. Mais on va aussi chercher à désarmer absolument. Et ça, du coup, on peut faire des sparring qui durent des plombes, comme ça, à chercher le contrôle et à chercher le désarmement, et à ne pas toucher, tout simplement. C'est super comme entraînement, du coup. On pense qu'ils s'entraînaient beaucoup comme ça, les diestros, les pratiquants la Destreza. Par exemple, sur un mouvement, si un adversaire me fait un ataro, donc il prend le contrôle de mon faible, de mon fort, et il a sa pointe dans le plan qu'il faut que je contrôle. Je vais avoir plusieurs manières de réagir par rapport à ça, où je vais me déplacer et renvoyer un coup de taille. Suivant la distance que je vais prendre en me déplaçant, je vais arriver soit à reprendre simplement le contrôle du plan, soit à le toucher. Oui ? Le micro marche. À toucher l'avant-bras
soit à le toucher à la gorge. On nous donne le choix. C'est pas anodin. Vous avez le choix de tuer ou de pas tuer. Vous avez le choix de continuer à prendre le contrôle du plan pour vous rapprocher suffisamment et aller désarmer. Cette notion de choix, elle est importante. Vous avez le choix de vous montrer moral ou pas. Vous avez le choix de vous montrer érudit ou pas. Soit vous êtes noble et on ne tue pas un autre noble, comme chez Vadi, ou comme chez Meyer, on ne tue pas un autre concitoyen parce qu'on s'entraîne ou parce qu'on est humaniste, et on est érudit, et on est moral. Soit on se bat contre quelqu'un qui est de plus basse extraction, et là c'est plus filou, puisqu'on le désarme et on ne le tue pas parce qu'on veut montrer sa supériorité morale. Et ça, c'est plutôt classe. C'est vraiment ça. On peut aussi rappeler que dans le titre, il utilise aussi défense et agression chrétienne. Comme je vous l'ai dit, on peut aussi penser qu'on ne gagne pas le paradis en tuant, tout simplement. Ça peut être aussi très terre à terre. Mais comme ça peut être aussi une sublimation vraiment de l'humanisme. La destreza, c'est vraiment ça. Parce que là, on a un excès dans la complexité des techniques. Le pire, ce ne sera pas un espagnol, ça va être Gérard Thibault d'Anvers, qui est un francophone, il me semble, néerlandophone, anversois, quoi, qui va partir quelques années en Espagne faire du négoce, qui va revenir dans ses bagages avec la destreza, qui va aller dans la cour d'un haut placé aux Pays-Bas, je vais dire des bêtises, donc je ne vais pas dire qui va défoncer tout le monde grâce à la destreza, et qui va sortir sa source propre, qui est une destreza, mais recomplexifiée derrière. C'est-à-dire que bon, on a des planches très belles, magnifiques, quelque chose de très beau, très compliqué, vraiment, c'est une horreur. Je n'ai pas osé m'y lancer parce que j'avais la... Je suis trop con, quoi. Tout simplement. Voilà, c'est trop bête. Mais par exemple, à titre d'exemple, en destreza, la lame, on la divise en 4 zones. Voilà, il y a un fort, un moyen faible, un faible. Et bien, Gérard Thibault d'Anvers, lui, il en fait 12. Voilà. Et donc, il va commencer la technique, bah, vous mettez le point 1 contre le point de 11, etc., etc. Et voilà. C'est codé. C'est du code informatique. C'est du code informatique. C'est une horreur. Enfin, j'adore, c'est génial, mais bon. Hashtag c'est chaud, quoi. Ces 3 témoins, enfin ces 3 sources, c'est comme n'importe quelle source d'histoire. C'est comme un bâtiment, c'est comme une peinture, c'est comme un texte philosophique. Un livre de maître d'armes, ça traduit une tradition martiale et c'est un témoin de son temps, dans sa globalité. Ça reflète les motivations et les soucis des auteurs. D'être conformes à ce qu'ils doivent être à la place où ils sont, dans le rôle où ils sont. Il faut vraiment le prendre comme ça, pour la comprendre, la source. Alors, pour mettre en pratique les techniques, vous direz, il n'y a pas forcément besoin de prendre le contexte. Passer à côté de tout. C'est une démarche d'historien, les AMHE, avant tout. C'est une démarche physique, c'est une démarche culturelle, c'est une démarche patrimoniale. C'est une démarche géniale, parce que c'est super. Mais c'est une démarche d'historien, c'est une démarche d'archéologue expérimental. Les sources, c'est les enfants de leurs époques. Il faut le voir comme ça, il faut contextualiser au maximum, comprendre tout croiser. Qui était là à ce moment-là? On voit chez Vadi le nombre de ouf, de mecs ouf, qui ont sûrement croisé cette source. Il y a Raphaël qui est passé par là, il y a Piero della Francesca, il y a les Montefeltro et tout ça. C'est énorme, voilà. Non, c'est pas énorme, c'est énorme. C'est un moment trop cool de l'histoire. Bref. On a des motivations morales et ou pratiques qui diffèrent selon les époques et les lieux à chaque fois. Mais on a ce souci-là de sauver la vie. C'est tel temps, tel meurt, certes. Il y a, comme je vous l'ai dit en début, la violence, elle prend un différent visage selon les époques, elle est toujours là. Mais dans les arts martiaux, pour moi, ma définition pour faire les arts martiaux, c'est ça. On dompte la violence. Comme en humanisme, on doit dompter sa nature propre et la sublimer par la culture. La violence fait partie de l'humain et des rapports entre humains. C'est une généralité un peu couillonne de dire comme ça, mais c'est vrai. Moi-même, je suis très violent. J'ai qu'une envie en ce moment, c'est de massacrer les pauvres ouvriers qui sont en train de faire un bruit incroyable à côté de chez moi en construisant un immeuble immonde à côté de chez moi toute la journée. Mais je me contrôle parce que je suis civilisé, moins en moins. Bref. Mais le souci des arts martiaux, il est là la racine des arts martiaux. On dompte la violence et on la fait sienne, on la réadapte. On en fait en sorte de se l'approprier et de la sublimer afin de se prémunir de celle des autres, éventuellement. Mais surtout de la sienne propre.
Le contrôle de soi, c'est très important dans les AMH, enfin, dans les arts martiaux en général. Tous les arts martiaux, tous les arts du combat. Si on ne se contrôle pas, on meurt. On fait des doubles. C'est pire. C'est pire. Hein. C'est pire que de mourir tout seul, faire des doubles, sans déconner. C'est moche. Mais méritait pas d'être enterré. Dompter la violence, c'est ça. On s'élève en tant qu'homme vertueux. C'est ça qu'on voit dans ces sources-là. Peut-être un peu moins chez Meyer, mais Meyer est le fils de son époque aussi. C'était une époque sublimation humaniste, parce que quand même, on veut entraîner ses citoyens et ses concitoyens à se battre et à se défendre. C'est pas une considération anodine non plus. C'est à peu près tout. Ah bah oui, j'ai fait le tour. Hein. Parce que j'ai fait 3 fois la solution. J'ai juste remercié 2-3 personnes. Je veux remercier Pierre-Alexandre Chaise, Sébastien Romagnan, Florent Fabas et Roman Voussanchk, parce que et Fabrice Hainaut. Ah, Fabrice, j'ai pas tout à fait fini. Il m'a fait une remarque à Dijon. On pourrait parler aussi d'autres sources par rapport à leur milieu et à leur considération morale. Par exemple, le 1.33. Il y a une considération morale importante de le 1.33. C'est la morale carolingienne. La morale carolingienne. La construction monastique, le 1.33 a été fait par qui? Voilà, par des moines. Un clerc. Mais, bon, alors, les techniques de désarmement d'entourage, je ne les connais pas. Je vous avoue, je ne sais pas s'il y a vraiment souci là de sauver la vie du mec. Je pense qu'il y en a. Mais on peut... C'est important de mettre le filtre de ce contexte-là, parce que la morale carolingienne, ça a quand même tenu le coup jusqu'à la crise politique et morale de l'Église à la fin du Moyen-Âge. Et ça a bien tenu... c'est ce qui a fait tenir l'Église dans son rôle de récupérateur de ce qui restait de l'Empire romain et de l'Occident. Donc on peut en parler. Donc merci Fabrice Hainaut pour m'avoir reparlé de ce prisme-là. Donc je ne l'ai pas étudié parce que moi le 1.33 je ne l'ai pas étudié encore. Je ne sais pas si je vais le faire. On verra. Et je voulais remercier aussi Étienne du coup à la caméra et Claire Lou au montage. Bon courage. Et merci à vous d'être venus. Je ne sais pas si j'étais super long ou super chiant ou pas, mais si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Merci, toi. Moi aussi. J'ai oublié... Non mais de toute façon, on va filmer les questions aussi, s'il y en a. J'ai oublié une analogie importante. Ces bouquins-là, ils donnent des pièces, ils donnent des clés pour ne pas tuer. On peut tuer quand même. Je peux détruire tout ce que je viens de vous dire avant. Là. On peut tuer sans problème. Il y en a qui l'ont sûrement fait. Par exemple, quelqu'un qui n'avait pas vraiment de soucis moraux, alors ça ne transparaît pas dans ce texte, c'est Fioré. Même s'il monte du désarmement énormément, il blesse. Il met des coups dans les couilles. Voilà, de ce niveau-là. Et le colpi des Colioni, il est sourcé. Bref, il a été coach aussi, dans des duels. Meurtrier. Voilà, des duels où ça a eu meurtre. Moi, je vais comparer ça avec quelque chose. Alors, malheureusement, j'ai plus l'image parce que l'ordi, il a décidé d'arrêter. Il y a actuellement l'arme de prédilection des couillons. L'arme que je déteste le plus au monde, c'est les flingues. J'ai horreur de ça. C'est la nature, c'est comme ça. Je trouve que ça sublime la lâcheté. Incroyable. Il y a 2 manières de s'entraîner avec ça. Enfin, il y a une manière, mais avec deux cibles différentes. Justement, le tir à la cible. Vous avez des cibles où vous allez avoir tous les points dans la tête, le maximum de points dans la tête et dans le thorax. Donc les cibles mortelles. Vous allez avoir celles qu'utilise par exemple la police américaine. Et vous allez avoir des cibles qui sont utilisées un peu plus en Europe, où on va avoir le maximum de points sur les zones non létales. Le bras d'arme, les parties molles, on va dire, le bidou. C'est quelque chose qu'on peut soigner plus facilement éventuellement, ou les membres. C'est-à-dire que si on a quelqu'un qui peut soigner à côté, on peut éventuellement sauver la vie du mec. C'est la même chose. C'est la même. Voilà. Soit on a le souci en tirant sur quelqu'un de ne pas le tuer tout de suite, d'essayer de le sauver plus tard, de le désarmer, tout simplement de le neutraliser. Soit on va s'en foutre et on va viser la tête ou le thorax. C'est la même chose. C'est la même chose. Il va y avoir soit des soucis assumés, comme Vadi le dit dans sa préface où il dit que la vie c'est vertueux, c'est important, il faut la sauver. Et on va montrer beaucoup d'outils pour utiliser. Soit on ne va pas trop s'y intéresser, on va peut-être montrer comme Meyer que là on peut tuer, par exemple à l'épée longue, je vous ai dit, il n'a pas le droit de faire des stocks, mais il dit là vous pouvez faire les stocks. Il n'a pas dit faites-le, il dit là vous pouvez. Considération importante. Voilà, cette petite analogie-là, j'y ai pensé pas longtemps, il fallait que je la mette absolument parce que je la trouve cool. Maintenant je suis prêt pour vos questions et je vous remercie encore une fois. Merci. Ouais, voilà, remercie. Alors qu'est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Je vais faire comme ça, voilà. Je vous en prie. À part tout ce qui est humaniste et tout, tu penses pas qu'il y a un contexte juridique qui va en fait influencer les maîtres d'armes Oui. à utiliser Ouais. techniquement Ouais. C'est une dimension importante. En plus, j'ai oublié d'y faire allusion.
Mais c'est vrai que... alors, plusieurs cas, plusieurs époques. Encore une fois, les lois diffèrent en Italie d'un État à un autre. Par exemple, si je prends un exemple que je connais bien, c'est la vie du Caravage. Le Caravage, c'était un peintre, c'était immense. C'était un bagarreur, c'était un pochetron. Le mec, il allait claquer tous ses sous à la taverne et puis il allait chercher la bagarre. Et il a tué. Il allait chercher le pardon. Il a dû fuir Rome parce qu'il était chargé pour meurtre. Et il, a, il a tué quelqu'un d'important. Il avait une épée de côté. Il avait le port d'armes qui a été garanti par un de ses mécènes. Ouais. C'était pas obligatoire. Le port d'armes, je pense pas. Je suis pas sûr. Je pense qu'il a, il a voulu absolument et qu'on lui a accordé, mais que du coup, il n'a pas pu en jouer longtemps parce que très vite, il a tué quelqu'un. Je pense que c'était quelqu'un protégé par des puissants et que ça a assez mal passé. Et du coup, il a été condamné à mort par contumace par le pape. Il a dû fuir à Naples. Il s'est même fait chevalier de l'ordre de Malte pour essayer d'avoir le pardon papal, mais à Malte, il s'est bagarré encore, quoi. Donc voilà, je pense que normalement, voilà, c'était un des plus grands génies de l'histoire de la peinture. Enfin, c'est le Caravage. Moi, j'aime énormément, quoi. Mais oui, du coup, il y a un risque légal. Par contre, le risque légal était sûrement pas le même suivant la personne qu'on abattait en face. Je pense il y avait si tu avais des sous, il y avait moyen de larguer 3 pièces à la veuve et à l'orphelin et tu étais tranquille si Il y jamais avait des légitimes tu tuais défenses. quelqu'un. Voilà, s'il y avait une légitime défense. Ça pouvait se péter, donc ça dépend. Ça dépend. C'est marrant, en AMHI, on finit toujours par ça dépend. C'est- Mais oui, ça dépend le moment de la vie du mec, pardon, s'il était protégé ou pas. Et voilà, c'est vrai que le contexte juridique joue beaucoup. Après, est-ce que les sources ont été écrites et les techniques ont été faites dans ce but-là, simplement de se protéger des juges ou du bras séculier? Pas que. Sûrement. Il y a sûrement cette dimension-là, mais pas que. Voilà, Merci. je vous en prie. Ensuite, quelqu'un d'autre? J'ai discuté comme ça. Ouais. Bon, moi je suis pas trop, je connais pas exactement tous les détails sur les époques que tu as mentionnées. Mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi des fois des considérations entre guillemets, financières au fait de ne pas tuer son adversaire, surtout si c'est un noble? Parce que je sais qu'il y a eu une certaine période, c'était plutôt pratique de prendre entre guillemets, en otage certains nobles pour ensuite demander une sacrée rançon à sa famille. Ah ouais, etc. mais ouais, carrément. Ouais. Il y a aussi ça aussi. Oui, oui, mais oui, c'est sûrement vrai pour Vadi. Parce qu'à cette époque-là, la guerre privée en Italie, ça turbine. Les renversements d'alliances, les guerres entre familles, etc. Le kidnapping, alors j'ai pas les sources en tête, je sais pas si c'était si fréquent que ça a dû, à ce moment-là, je veux dire. Je sais qu'au Moyen-Âge, en France, ça se faisait énormément. Souvent, on kidnappait une fille, une princesse, pour l'épouser, plus ou moins carrément contre son gré. C'est pour ça qu'il faut se méfier quand une damoiselle te demande de se faire traiter comme une princesse. Voilà, c'est pas bon. C'est un coup de se faire marier de force. Hein? Ou lors de guerre, simplement. Ouais, l'ordre de guerre, voilà. Ça peut être un levier pour considérer un traité de paix, comme quand on a kidnappé les rois de France. Voilà. François Ier, par exemple. Ou François Ier tout court, à Pavie, et qui a échangé sa place contre son fils. Son fils qui a eu un léger ressentiment, je crois, après lui d'ailleurs. Mais c'est vrai en plus. Oh, il est resté un peu. C'était un Erasmus, ouais, c'était un Erasmus. François Ier a échangé sa place de captif avec son fils. Il a dit à son fils un Erasmus, tu vas Donc oui, ouais, il y a cette considération à prendre en compte. Effectivement, pourquoi pas sauver la vie d'un meuble. Après, les combats qu'on a là, sauf sûrement pour meilleur, c'est du 1 contre 1, c'est pas du combat de guerre. C'est pas de la mêlée. François Ier s'est fait faire prisonnier en mêlée. Et il s'est fait prendre par des mecs qui l'ont dit abattre son cheval et qui ont fait tu bouges plus. Enfin, s'il vous plaît, ne bougez plus. Voilà, quoi. Grosso modo, parce que c'est quand même François Ier. Déjà, le mec, il faisait 2 mètres, il fallait quand même l'abattre. C'est pas. Une dague ici, puis la ramène moi. Non, mais il faut se retrouver une fois en face de son armure. Juste pour Ah ouais, au musée de l'armée, son armure, elle est. Qui est assez limité. Et en plus, je sais même pas s'il a porté celle-là, celle qu'il nous a parlé. C'est de la para, ouais, voilà. Bah, de la légère, quoi. La tenue d'été, en lin. Mais oui, cette considération d'une visite prise d'otage n'est pas inintéressante, effectivement. C'est une truc. D'autres questions? Monsieur Michard. Moi, juste sur les flèches sous l'œil, t'as dit à un moment que c'était principalement pour s'entraîner à combattre. Pardon? Les flèches sous l'œil. Les fesses roulent, ouais. Je sais pas, mais s'il faut, je le dis très mal. Je vais me faire défoncer parce que je sais pas. C'est pas grave. Les écoles de combat, voilà. Essentiellement, Je crois que c'est Fert, un truc dans le genre, enfin je sais pas. Fercht. Je sais pas, j'ai fait italien, espagnol et latin, moi j'avoue. Et en fait, dans les flèches sous l'œil, il y avait aussi une grosse partie de démonstration, c'est-à-dire que lors des fêtes,
il y avait une démonstration quand même des combats vraiment de pure attraction. Ouais, Donc il y avait aussi mais ça servait. le fait que les armes étaient aussi neutralisées, c'est parce qu'il y avait l'entraînement, il y avait aussi une grande partie de démonstration de force Ouais. lors des fêtes, et même au point de vue des flex dont tu as parlé. Tips, justement, ils ont refait pas mal de faders d'époque, Mhm. et le simple fait qu'en fait, sur nos faders, elles sont fausses actuellement, la plupart des faders qui sont faites, puisqu'elles finissent en pointe. Ouais. Donc elles sont très dures. Mhm. Elles ne plient pas, alors que les faders de l'époque, justement, avaient été quand même beaucoup plus flex. Vous avez un Et flex. elle finissait en patte de canard à la fin, pour éviter le côté transpercé d'une pointe. Juste faire un bleu, ouais, voilà. Et en plus de ça, surtout, le fait de mettre plus de coups au bout faisait que ça la rendait flex, et que quand on barrait un coup un peu près, on se faisait quand même toucher. Ouais. Il y avait des points. Ils avaient quand même joué sur l'arme. Il y a quelque chose, ouais. Federschwert, en plus, littéralement, ça veut dire épée plume. Donc il y a peut-être quelque chose avec la forme du bout. Après, c'était un terme qui a été créé à Prague, ça existait avant Meyer, les Federschwert. Mais oui, la notion peut-être de spectacle, de show, de toute façon, les gens s'ennuyaient à l'époque. Par principe, à la Révolution française, quand il y a eu la guillotine, il y a eu beaucoup moins de spectacles pour les exécutions capitales. Et le peuple a gueulé contre la guillotine, mais vraiment, parce qu'il voulait le retour de la roue, il voulait le retour de tout ça, parce que c'était pas spectaculaire. C'était, voilà, il y avait rien, ça faisait en 2 secondes, c'était un coup de tranchoir. Donc oui, les gens s'ennuyaient, effectivement, donc tout ce qui pouvait se passer, qui sortait un peu de l'ordinaire, on prenait. Mais, ouais, la notion de spectacle est là, la notion des processions, est-ce qu'il y avait des processions des soldats à l'époque? Sûrement aussi, comme il y avait des processions de tous les corps de métier. Par exemple, ouais. C'était dans le cas des villes allemandes, il y a un, faudrait que je t'envoie je pense qu'il te l'a peut-être donné Caribou, mais c'est une thèse sur les cités-états allemandes. Ah non, je l'ai pas lu. La violence au Moyen-Âge, ou fin Moyen-Âge, début Renaissance, sur justement le port d'armes, la violence martiale dans la société au Moyen-Âge. Et dans les cités allemandes, justement, il y avait un port d'armes souvent obligatoire. Ton statut de citoyen se définissait en fonction, de ta richesse, donc des armes auxquelles tu avais accès et que tu maîtrisais. Tu te devais de porter une arme, c'était interdit d'être non armé. Et tu devais être capable de défendre ta ville. Tu devais être capable de défendre ta ville, ta maison. Et en fait, dans ce contexte-là, c'était vraiment presque à l'américaine aujourd'hui, c'est-à-dire que Texas. tu devais d'avoir une arme. C'était, si tu n'avais pas d'arme, si tu te faisais attaquer, on te disait tu l'as bien mérité parce que évidemment tu as fait la violence. C'est complètement ça. C'est complètement ça. Au Texas, ton arme, tu dois la porter, elle doit se voir. Tu as le droit d'avoir une arme, elle doit se voir. Les couteaux trop petits, trop tranchants, interdits, c'était des armes. Les seules armes qui étaient totalement interdites, c'était les armes d'astre, parce que c'est militaire et mortel, quoi qu'il arrive. Et surtout, en fait, tu ne devais les porter que quand toi, en tant que citoyen, tu étais chargé de patrouiller dans la ville. Ouais. Parce que du coup, n'importe quel citoyen faisait des tours de garde. Après, les munitions urbaines, c'était un peu la règle, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de villes qui pouvaient se payer des soldats. Et les villes n'avaient pas le droit de convoquer des serfs contre un monseigneur pour former un os. Voilà. C'était sur leur propre denier, c'était sur leur propre population. Tu vis dans la ville, et ben écoute, tu la défends ou tu raques. Souvent, c'était ça. C'était soit tu payes un impôt de ouf, soit tu défends. Tu peux conserver la différence. Quand tu as des royaumes qui commencent à payer, comme le royaume de France, qui commence à constituer ses troupes à elle, qui s'appelle. C'est les lances. Les lances, non, ça c'est l'Angleterre, c'est. On se connaît? Ah non, c'est fin guerre de 100 ans, ils montent des troupes là, putain. Charles VII, qui monte une armée régulière? Oui, on se- Non, mais ça a un nom ce qui fait. C'est des. J'ai avalé les mots. Non, parce qu'en fait, on perd ce système féodal. C'est vraiment, on commence à avoir une armée nationale. Oui, oui. Une armée régulière, une armée royale. Non, on se connaît, c'est autre chose. C'est une arme, c'est plus Je vais trouver le mot d'un moment, ça va faire ah, je me rappelle. Mais c'est l'idée, c'est. On la mettra dans la vidéo en incrustation quand on aura retrouvé le mot. C'est juste que la différence, je pense, c'est. Peut-être. Ça peut être aussi montrer pourquoi est-ce qu'en France on n'a pas ce genre de industrie-là. C'est qu'en France on a une armée nationale. Enfin, on commence à avoir une armée nationale. Surtout, il n'y a pas de cité-état. On n'a pas de cité-état en fait, les cités appartiennent au royaume. Non. Donc, Alors, il y a des relatives indépendances locales. Vers la fin du Moyen-Âge, au début du Moyen-Âge, au XIIIe siècle, il y en a plus parce que. Ah oui, ça fait. Après, bon, Venise s'est fondu en État plus en cité. Oui, mais c'est C'était voilà. Mais L'État a pris le pas sur c'est devenu tellement. Bah, après, ça s'est réduit, mais Florence s'est fondue dans le Grand-Duché de Toscane. Ouais. Voilà, comme d'hab, ça dépend. En Italie, c'était des seigneurs que pas. Ouais. Alors qu'en France, C'était une puissance du négoce, avant tout. Voilà. En France, au Royaume de France, en Occident, c'était une puissance des armes. Voilà. La puissance des sous, elle a duré plus longtemps. Un peu plus.
Donc, est-ce qu'on a d'autres questions? Par rapport à ce que tu mentionnais tout à l'heure, donc par rapport au fest-shoulage. Fest-shoul? Ouais, les fest-shoul. Les Fest-shoul. Les fameuses compétitions ou les points qu'il y avait aussi par rapport à ça. Par exemple, le plus de points étaient donnés à la tête, ou les coups à la tête, si je me souviens bien. Ouais, voilà. Et je pense que par rapport à ce que tu disais par rapport aux cibles, par exemple, les cibles au pistolet. Au flingue, ouais. Où les points sont plus donnés par exemple à la tête ou à certaines parties du corps. Là, ça peut être un exemple aussi de ça à l'époque où là, dans ces compétitions-là, le coup crânien valorise plus parce que qu'on tue. Plutôt que sur les mains. C'est ça, ouais. Ce qu'on fait dans certaines compétitions comme maintenant. Quelle touche à la main? Je vois pas de quoi tu parles. Non, oui, je sais, oui, c'est possible aussi. C'est une considération à prendre en compte. Voilà, encore une fois, voilà, le meilleur ressort un petit peu par rapport aux deux autres exemples que j'ai pris ce soir, parce que lui, il est pratique, simplement. Il est pratique, elle est super, hein, cette source. Après, le désarmement, chez Meyer, pas des masses. Chez Lichty, il y en a, mais chez Meyer, non, on n'est pas trop ça, quoi. Non, il a un côté bassement pratique, tout simplement, quoi. Certaines gardes aussi, où, comme tu disais, il empêche les stocks, toutes ces gardes aussi, par exemple, je sais pas, les gardes de la licorne ou la garde de la clé, qui ne visent pas la tête. C'est ça. Pas d'autres questions? Est-ce qu'ils ont le même principe? Parce que je me semble de souvenir que Meyer il fait de la lutte aussi. Oui. Est-ce qu'il a le même principe dans la lutte? De pas tuer? Si tu veux nous dans le codex, par exemple, tu as le principe de strangulation. Je peux lui péter le bras, mais je vais pas le faire. Je peux le lancer et le planter dans le sol, mais en fait, je vais juste le lancer délicatement pour qu'il tombe de manière à peu près propre. Alors, je connais pas assez la lutte de Meyer, précisément pour te dire. De manière, clairement, c'est du jeu. Ouais. C'est en gros, il te dit soit il y a la manière ludique, donc on est entre gentilshommes, on s'amuse, on s'envoie au sol, ça s'arrête là. Et autant, tu as la deuxième version guerrière où c'est open bar. Donc, est-ce que ça se reflète aussi dans. Parce que tu parles des pour Meyer, la lutte de Meyer, je la connais pas du tout, je saurais absolument pas te dire, j'avoue. Mais tu la connais, toi, la lutte de Meyer? Pas Meyer, non, pas la ouais. Il y en a un qui la connaît. S'il fait ça avec les longues et à la dague, il ferait sûrement ça à la Après, je vais supposer, c'est à vérifier, sûrement, je vais me faire pitcher en comment sur Facebook. Pas grave, allez-y. Faites-vous plaisir, c'est open bar. Moi, je suis un hater, j'adore ça. Je disais quoi? Que oui, comme il est lichtenauerien, Meyer, il a sûrement dû avoir une petite influence wallersteinienne, ou peu ou prou, donc ça doit se retrouver. Après, j'en suis pas sûr à 100%. Après, je pense que la lutte qui est présente chez Meyer, du peu que je connais, du peu que j'en ai lu sur l'ensemble du truc, parce que c'est pas la partie qui m'intéresse le plus chez Meyer, je pense que c'est un exercice d'échauffement, enfin pas d'échauffement aux armes, et aussi de trucs qui pourra servir si tu te retrouves désarmé en bas corps à corps, quoi. C'est comme tu le dis souvent, avec le principe avec lequel j'agrée, c'est la lutte, c'est la mère de toutes les armes, c'est la base de partout. Ça aide pour les déplacements, ça aide pour tout ça. Je pense qu'on le retrouve là-dedans aussi. Même si c'est sûrement pas, je sais plus à quelle partie c'est, chercher. Mais il me semble que la lutte, ça arrive. Ah, je sais plus du tout. Après, le traité est peut-être pas forcément dans le sens chronologique du truc. Peut-être qu'on va mettre l'arme la plus intéressante au début, comme l'épée longue. Je pense que c'est ça en plus. Comme chez Vadi. Chez Vadi, on commence par l'épée longue et après on va là, on prend la dague. Ouais, je vois là. Je crois pas. De mémoire, voilà. Après il est tard. Non, oui, on commence par l'épée longue. Après on passe à l'épée longue en armure. Épée longue en armure, et après on a la dague. Voilà. Et on a la lutte. Et on a la lutte après la dague. Donc, peut-être on peut le lire à rebrousse chemin. Camelot. Petite citation de Camelot, ça fait toujours bien pour finir. On est considéré en tant que tel. Voilà. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier énormément. Je vais remercier à ceux qui ont tenu jusqu'à la fin de la vidéo. Je ne sais absolument pas combien elle dure. Merci d'être venu et je boirai bien un coup. Merci.